Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. La politique au Bénin, un terrain de grande surprise. En tout cas, c'est le spectacle que nous observons depuis quelques jours lors de l'élection des maires après l'installation dans plusieurs communes des nouveaux conseillers communaux élus lors des dernières élections communales et municipales du 17 mai dernier. Qu'est-ce qui cause le blocage dans, bien sûr, les communes dans lesquelles les élections n'ont pas été, les élections, j'allais dire, des maires n'ont pas été donc encore chose réelle, puisque sur les 77 communes, dans 26 communes, ça a été fait, mais le code électoral, l'autre code électoral qui mentionnait que cela revenait, bien sûr, aux partis ayant la majorité absolue dans ces communes, donc de proposer les maires. Le code électoral, ça a été révisé simplement pour pallier certainement à cette difficulté dans le blocage. Mais quelle interprétation peut-on faire, quelle analyse peut-on faire des nouvelles dispositions de ce code électoral? Quelles sont les causes ou hypothèses probables, et bien sûr, qui expliquent le blocage constaté dans plusieurs communes? Le cas de Parakou, il y a eu carrément une autre, bien sûr, figure avec les Foscori Point Bénin émergents, pourtant parti d'opposition. Ensuite, le cas d'Abo-Menkalavi, le cas de Cotonou, le cas de Porte-Novo et bien d'autres communes sur ce plateau pour faire le débat. Je suis avec deux confrères de la presse nationale, et bien sûr Arnaud Moriagua et Louis Asogba, que vous allez découvrir dans un instant. Nous allons finir par parler de Covid-19, la réouverture des lieux de culte fermés le 22 mars. Ces lieux de culte ont repris ce 2 juin. Que dit des nouvelles dispositions, en tout cas des dispositions que doivent prendre, et bien sûr, les pasteurs, les chefs religieux pour le respect strict des gestes barrières, en tout cas des recommandations du gouvernement. Voilà donc le menu principal, ou les menus, j'allais dire, de cette émission, le forum des rédactions. C'est parti pour 52 minutes de débat. Arnaud Moriagua, bonjour, bienvenue. Bonjour Corneille Aïssé, bonjour téléspectateurs de Don TV. Et puis en face de vous, Louis Asogba, journaliste indépendant, bonjour. Bonjour Corneille et bonjour téléspectateurs. Je rappelle rapidement les sujets: blocage dans l'élection des maires, désobéissance au manque de leadership au sein des blocs de la mouvance, puisque l'impression que nous avons eue depuis, en tout cas, la naissance de ces partis à l'avènement du système partisan, on sentait quand même cette discipline de groupe. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces partis ne sont pas arrivés à désigner, et la majorité absolue dans plusieurs communes ne sont pas arrivés à désigner, et bien sûr à proposer, j'allais dire, des personnalités ou des acteurs politiques pour donc aller à l'élection des maires. En deuxième partie, nous parlerons de la modification du code électoral, puisque les députés de la 8e législature, pour pallier à cette difficulté de blocage de ces élections, ont dû donc modifier, et bien sûr, quelques articles du code électoral. Et puis en troisième partie, j'allais dire, Covid-19, réouverture des lieux de culte, que dû des dispositions prises pour le respect des gestes barrières. Chers confrères, on démarre, voilà, ça a été observé sur l'ensemble du territoire depuis l'installation des maires. Nous avons vu que dans plusieurs communes, ça n'a pas été chose facile. 26 maires ont été élus normalement après l'installation, automatiquement après l'installation des conseils communaux. Mais le reste, puisque nous avons 77 communes, sur notamment les communes à statut particulier, les élections sont restées bloquées jusqu'à présent. Comment peut-on interpréter cet état de choses, Louis Asogba? Merci Corneille. Je pense que très bien, pour l'interpréter, il faut aller d'abord chercher les causes réelles de ce blocage-là qu'on a observé. Et j'ai été surpris, comme d'autres observateurs, à vouloir peut-être constater sur le terrain que le code électoral, avec les réformes du système partisan, tel que l'image est présentée, où on nous vantait que ça pourrait peut-être assainir un peu le paysage politique béninois, à l'arrivée, on a constaté tout ce blocage-là, et ça a été une surprise générale. Je pense que à partir de cette surprise, on doit poser la question sur non seulement le code électoral même et les réformes du système partisan, les deux instruments. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces deux instruments qui sont mis en difficulté. Le code électoral d'un côté et les réformes voilà, du système partisan de l'autre côté. Cela voudra dire tout simplement, s'il y a blocage, cela
pose le problème de dire quelque part, il y a des insuffisances qui sont relevées non seulement au niveau du code électoral, mais aussi au niveau des partis politiques en leur propre sein. Si je prends par exemple le cas... Pourtant le code, en fait l'ancien code, hein, puisque voilà. alors, a été clair, c'est le parti, les communes dans lesquelles on a quand même un parti à la majorité absolue. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, moi par exemple, je me pose la question au niveau de l'article 180, je crois que l'article 189 et l'article 190. L'article 189 qui dit par exemple le candidat aux fonctions du maire ou d'adjoint ou au maire est présenté par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. Ça, tout le monde est d'accord. Mais lorsque nous descendons, nous voyons un autre article de ce même code qui dit « Pour chacune de ces fonctions, en cas d'absence de majorité absolue lors du premier tour du scrutin, il est procédé en cas de voix, en cas d'égalité de voix. » Cela voudra dire quoi? Ça veut dire que le parti politique qui présente la liste des maires et ses adjoints, cela voudra dire, si on dit en cas d'égalité, on peut avoir banalement encore un autre candidat. Parce qu'on dit ici en cas d'égalité. Quand on dit en cas d'égalité, cela voudra dire tout simplement, ça veut dire qu'il y a peut-être deux candidats. Donc c'est un peu comme si ce même parti peut proposer plusieurs Voilà, candidats. Et c'est ce qu'on a constaté à un moment donné. Ça a dressé le lit maintenant à cette histoire, je vais dire, en quelque sorte, l'indiscipline notée au sein de ces partis même. Parce que lorsque vous prenez le parti politique, par exemple, qui a obtenu la majorité, il essaie quand même de dégager. Mais un autre individu, au sein de ce même parti, peut se lever pour dire, moi-même, je suis candidat. Ce qu'on a observé à Parakou, par exemple. À Parakou, par exemple, pas seulement à Parakou, dans d'autres communes, dans plusieurs communes, c'est ce qu'on a observé. Quand je prends, par exemple, le cas de Niki, les trois partis ont proposé 4 candidats au poste de maire, alors qu'il y a quand même un parti qui a la majorité. Donc, il n'y a que le code électoral, les différentes interprétations. Le préfet fait une autre interprétation, peut-être l'élu aussi fait autre interprétation, le journaliste que je suis, je fais également autre interprétation. Donc, ces ambiguïtés-là, peut-être c'est ça, ces différentes ambiguïtés qui ont dressé le lit à cette pagaille qu'on est en train de constater. Les ambiguïtés au niveau du code électoral, au niveau du code électoral, c'est l'ancien code. L'ancien code, bien sûr, parce que nous ne sommes pas encore au niveau du le manque de discipline de groupe. Tout à fait, parce que je ne conçois pas le fait qu'un parti politique ayant obtenu la majorité absolue et en leur sein, il devrait désigner un maire. Et peut-être à la veille, ils ont déjà passé à l'élection primaire, par exemple. Et le lendemain, le vote commence. Et on voit dans ce même groupe un autre qui peut-être même non seulement est candidat peut-être, mais aussi ne vote pas pour le candidat qui a été proposé à la veille pour être maire dans cette commune-là. Alors, donc ça fait 2 pistes d'analyse, hein, le code électoral, les ambiguïtés, et puis le manque de discipline au niveau des partis politiques. Alain Mouriagua, votre réaction? Oui, je suis parfaitement d'accord avec les arguments apportés par Louis Assogba. Indiscipline, oui. Opposants tapis dans l'ombre aussi. Ils se font passer pour des gens appartenant à la mouvance, peut-être à l'UP ou au BR, mais dans leur cœur, c'est des opposants qui ne veulent pas s'affirmer, qui visent leur intérêt personnel. Et sinon, que si l'on clame son appartenance à la mouvance, il n'est pas question que l'on ne puisse pas respecter la discipline du groupe. C'est mon avis. Manque de leadership, je dirais également oui, au sein de ces partis, oui, parce que il n'y a pas véritablement le leader, une personne qui incarne le leader véritablement, qui puisse donner un mot d'ordre pour que tous les autres suivent. Mais quand même au sein de l'UP, il y a un babam comme Bruno Amoussou. Oui, comme Bruno Amoussou, mais aujourd'hui, ces personnes-là qui appartiennent à ces partis politiques se disent qu'ils n'ont pas de compte à rendre à ces responsables de parti. Bruno Amoussou, ils diront oui, il a fini pour lui. On sait tout ce qu'il a brigué comme poste dans ce pays et donc il nous laisse faire ce que nous voulons. Ce qui crée des crises qui ne disent pas leur nom au sein de ces partis politiques. Et donc aujourd'hui, cette discipline de groupe n'existe vraiment pas parce qu'il faut reconnaître aussi que ce n'est pas seulement une situation qu'on observe au sein
de la mouvance, c'est également au sein de l'opposition. Donc nous pouvons donc penser que c'est un problème d'égo, d'intérêt personnel. On place son intérêt personnel on place son intérêt personnel avant l'intérêt du parti politique. Ouais. Sinon, le cas de Parakou, pourquoi à la dernière minute, on voit une autre personne qui sort et qui embrouille toutes les cartes. Voilà. Et qui est soutenue par le camp adverse. Certainement que derrière ça, il y a des mains invisibles. Et donc, les partis doivent... Les mains ne sont pas invisibles, les mains sont claires. Parce que je ne conçois pas, par exemple, à Parakou, où FCBE, une candidate venant du camp d'FCBE est soutenue par le camp de la mouvance, alors que FCBE est quand même un parti... soit disant une partie de l'opposition. C'est les alliances qui je parle de main invisible parce que derrière la main visible que vous voyez, peut-être il y a une autre main invisible. Mais est-ce que tout ce spectacle aujourd'hui, est-ce que ce n'est peut-être pas lié également aux enjeux des prochaines présidentielles quand on pense au système de parrainage? Oui, quelque part, c'est après tout, c'est ça. Mais bien avant, il n'y a que à la tête d'une commune. Et cette fois-ci, on ne parle plus de 5 ans, on parle de 6 ans. De 6 ans. Ouais. 1 an supplémentaire. Est-ce que vous voyez, il y a quand même plusieurs intérêts en jeu. Parce que on ne peut pas dire qu'on pose, comment on appelle, à un petit intérêt. Il y a toujours un grand intérêt. Être maire d'une commune, il y a toujours un grand intérêt. C'est-à-dire être le parti qui représente une commune, il y a toujours un grand intérêt. Encore qu'il y a aujourd'hui des villes, des communes à statut particulier, d'autres villes qui pèsent lourd dans la balance. Et tout ça là, ça fait quand même qu'aujourd'hui, la bataille, elle est très rude. De l'autre côté, vous avez évoqué cette histoire de parrainage en 2021. C'est vrai, parce que ce ne sont pas seulement les députés qui vont parrainer. Et l'autre chose, quand moi je fais l'addition 83 députés et 77, mais le total, ça fait 160. Divisé par 10, ça fait, comment on appelle 16. Divisé par 16, ça fait 10. Ça veut dire qu'au total, en 2021, on peut avoir jusqu'à 10 candidats. Donc, le fait de parrainer un candidat et que peut-être par la chance, le travail bien fait sur le terrain, ce candidat, par exemple, est admis, ça donne plus de valeur à ce maire-là. Donc, tout ça là fait que l'enjeu est tellement grand. Mais Anne-Marie Agoua, on a quand même vu, depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, une certaine maîtrise de l'homme sur les acteurs, le système politique. On a vu un peu les conditions dans lesquelles la 8e législature a été installée. On a senti quand même une certaine discipline de groupe à vouloir donc épouser, respecter les orientations du pouvoir en place. Je veux parler de la rupture. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que c'était une illusion que nous faisions quand on pensait quand même que Patrice Talon maîtrisait réellement sa maison? Malheureusement, ces élections communales viennent montrer ces insuffisances, ces lacunes qu'on ne maîtrise pas au sein de ces partis politiques. Donc, on peut également, à partir de ce que nous observons, dire que véritablement, le président de la République, tel que nous on le pensait, comme lui-même il nous l'a dit, n'est pas forcément celui-là qui tire les ficelles de ces partis politiques. Sinon, si c'était lui, les gens auraient pu avoir peur de la personnalité en agissant ainsi, en ne respectant pas l'ordre de groupe et tout. Donc, on voit quand même que quelque part, c'est des analyses que nous faisons, que le chef de l'État a véritablement peut-être entre griffes laissé la main à ces chefs de parti. Vous avez évoqué un nom, Bruno Amoussou, de l'autre côté Biotchane, pour mener la troupe. Mais là, on remarque véritablement que la discipline de groupe n'a pas été respectée et a déserté le forum pour des intérêts personnels. Est-ce que cette discipline de groupe qui n'a pas été respectée est due au fait que les gens peut-être n'ont pas vu une seule personne dépenser à leur place pour les élections? Est-ce que ces personnes-là qui ont été élues ont donc mis suffisamment la main à la poche au point où ils se disent redevables à eux-mêmes
et non aux responsables du parti, qui vous souviennent qu'il y a quelques années, c'est le chef du parti, c'est lui, l'homme à tout faire, qui dépense, qui fait tout, qui met la main à la poche et tout, mais on a ressenti quand même que depuis quelque temps, pour ces élections, ces candidats-là qui veulent se faire élire, doivent mettre la main à la poche, doivent se battre sur le terrain. Est-ce que c'est l'investissement personnel effectué par ces candidats-là qui les amène donc à se dire, ben, je ne suis redevable de rien au chef de parti, je me suis battu sur le terrain pour me faire élire, donc pourquoi une discipline de groupe? J'ai la même chance que X ou Y de mon parti pour me faire élire, donc pourquoi je vais donc le soutenir? Et donc, est-ce que c'est ça qui nous amène à observer ce qu'on observe là? C'est des interrogations, mais on pourrait quand même dire que, dans une certaine mesure, les partis, la UP, BR, FCBE, pourquoi pas, sont quand même menés par des leaders en leur sein, peut-être, qui n'agissent pas correctement en tant que leader pour instaurer la discipline. Vous savez que le cas de FCBE, peut-être, c'est un autre cas à traiter à part, parce que ça, on peut comprendre. Mais pour quand même le BR et l'UP, qui quand même sont des partis qui épousent la vision du chef de l'État. On dira que celui qui coiffe ces deux partis a maîtrisé à un moment donné ces deux partis. Je suis entièrement d'accord. Du moment où on parle de 83 députés, vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand on parle de 83 députés, contrairement à des milliers de conseillers, vous voyez, sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Si peut-être on parle de 77 maires à maîtriser, là, c'est encore un autre problème. Quand vous prenez une commune, c'est un conseiller qui est issu d'un village qui n'est pas forcément maîtrisé, qui n'est même pas connu de celui qui dirige le parti. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en temps normal, il va vouloir faire tout ce qu'il veut. L'autre problème, moi, je voudrais évoquer, parce que ça passe de façon inaperçue, c'est cette histoire de 10%. Moi, je suis toujours gêné à voir de manière à ce qu'on applique cette histoire de 10% pour les élections de proximité. Parce que quand nous parlons des élections communales, c'est quand même la gouvernance à la base. Je ne conçois pas le fait que, bien vrai, cette histoire de 10% pourra permettre d'asseoir les grands partis au Bénin, ce que tout le monde est en train de vouloir. Mais à un moment donné, je me dis, est-ce que cette histoire de 10% ne peut pas être appliquée seulement à l'élection législative que l'élection locale? Parce que, regardez, je vais faire peut-être une petite démonstration. Quand vous prenez par exemple une commune où on a élu comment on appelle, une personnalité, un acteur politique, parce que dans ce milieu, c'est quelqu'un qui développe, c'est quelqu'un qui donne des stratégies, c'est quelqu'un qui est aimé par la population, et il est élu correctement, peut-être dans son arrondissement, et c'est parce que, sur le plan national, les autres n'ont pas voté pour le même parti dans d'autres communes qui n'ont pas les mêmes réalités que cet arrondissement, bien dans cette commune, qui a fait que celui-là, peut-être, il a échoué. Et par conséquent, celui-là qu'on n'a pas aimé, qu'on n'a pas voté, par exemple, ou qui a accordé... Non, je vais aller jusqu'au bout. Qui a peut-être une petite voix et qui n'est pas élu, c'est parce que son parti ailleurs a plus de voix, à plus de 10%, qu'on lui a attribué ce siège. Vous voyez, à partir de ce moment, on peut retrouver des conseillers qui ne sont pas forcément portés par la population de cet arrondissement, qui peuvent se retrouver dans le conseil communal. Et à partir de ce moment, la pagaille peut aussi commencer, parce que peut-être qu'il n'avait pas l'intention de se retrouver dans ce conseil-là. Il ne s'attendait pas à ça, et c'est parce que son parti politique a eu plus de 10% et l'autre a perdu, parce que l'autre n'a pas eu de 10%. De son élection peut l'amener à... Donc cette histoire de 10% aussi, je crois que ça pose également un problème. Normalement, on devrait appliquer cette histoire de 10%-là peut-être à l'élection législative, parce que quand on parle d'un député dans une circonscription, après tout, il représente la nation tout entière, selon moi. Alors, c'est vrai que la loi ne peut pas tout prévoir, on dit souvent, c'est des cas de figure qui n'ont pas été du tout prévus, Arnaud Mori Agoua, mais est-ce que cela est aussi, on peut aussi lier un peu cela à la façon dont ces textes de loi ont été votés dans une profonde crise politique? On en est sorti après le dialogue politique d'octobre 2019 avec la modification de la Constitution et plusieurs lois votées un peu à la va-vite, si on peut le dire ainsi. Est-ce que ce n'est peut-être pas cela aussi les causes de ce qui se passe actuellement? Non, vous avez tout dit, vous avez touché véritablement le cœur du problème. Et le code électoral voté à la va-vite, je dirais plus, le code
électoral qui n'a pas été pensé dans toutes ses dimensions. Et puisque aujourd'hui on complète, on vient compléter des modifications, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été pensées. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont échappé à ceux-là qui ont donc élaboré ces tests-là. Quand même 83 députés et à l'unanimité. Oui, bien sûr. Peut-être que ces députés-là pensaient qu'on allait toujours rester dans la situation dans le même contexte politique où on aura seulement deux partis. Deux partis sur le plan national. Peut-être qu'ils n'ont pas prévu un troisième larron comme parti. Et donc, ça a fait que ils se disaient que ça ne poserait pas de problème. Ça ne poserait pas de problème. L'article 189 qui dit que le candidat aux fonctions de maire ou d'adjoint au maire présenté par le parti majoritaire. Mais quand ça dit ça, le texte devait dire au cas où le parti ne serait pas en mesure d'élire celui qui présente parce qu'il est parti. Quelle sera la conséquence? Même au cas où les partis n'auront pas la majorité. Parce que nous avons dans certaines communes, je prends par exemple la commune de Popa, dans le Mono là-bas, où BRA a donné 5, FCBE a donné 7 et l'UP également a donné 7. À partir de ce moment, on se demande dans quel camp on va choisir le maire. Donc, à partir de ce moment, c'est un peu difficile. Et cet exemple palpable que vous nous donnez m'amène à dire que dans un passé lointain encore, pour ces cas de figure, les partis s'entendaient. Tout à fait. Ils allaient à une table de négociation. Tout à fait. Voilà. Et comment peut-on, dans ce schéma-là, ne pas envisager une telle probabilité? Et donc, ça veut dire que réellement, ceux qui ont donc élaboré ces codes ont pensé qu'il n'y aura que des partis qui seront peut-être acquis à la cause du pouvoir, ou peut-être deux partis sur l'échiquier national sans prévoir un troisième parti, sans prévoir ces cas de figure où on pourrait aller à des négociations. Même si il y avait seulement l'UP et le BR comme parti politique, il était possible donc qu'on arrivait à un schéma où celui qui a été désigné dans le parti majoritaire ne soit pas élu. Et que peut-être des conseillers décident que c'est quelqu'un de du parti minoritaire qui soit élu. Peut-être ce schéma-là, on devait penser à ça. Ce n'est pas maintenant qu'il va falloir passer rapidement à une procédure d'urgence et modifier le code électoral. Ça ternit l'image de notre pays. Nous allons parler dans un instant. En tout cas, avec ces blocages au niveau de l'élection des maires dans plusieurs communes, ça met à nu véritablement des dissensions, des discordances et bien sûr des problèmes de discipline au sein de ces grands blocs qu'on pensait assez bien solides et assez bien assis. C'est carrément toute autre chose qui s'observe. En tout cas, c'est la politique, c'est la surprise. On aura le temps de voir comment tout ceci sera réglé. Mais les députés de la 8e législature sont revenus à la charge et pour pallier certainement cette difficulté. Et on pourrait se demander certainement qu'on va vers la fin de ces dérapages, puisque les modifications apportées au code électoral devront permettre dans les jours à venir de pouvoir débloquer ces difficultés autour de l'élection des maires dans plusieurs communes et aller une fois à l'élection pour permettre aux communes de véritablement commencer par, bien sûr, sentir ou s'épanouir, laisser les nouveaux conseillers communaux développer leur politique à la tête de nos mairies. Avant donc de parler de ces modifications, nous allons revenir ici sur un élément de notre consoeur Assia Djodi qui s'est intéressé et bien sûr aux raisons ou aux justifications du point de vue juridique de ces reports observés au niveau de l'élection des maires dans plusieurs communes. L'installation du conseil communal, l'élection du maire et de ses adjoints ainsi que des chefs d'arrondissement est l'étape qui suit la proclamation des résultats du vote du 17 mai dernier selon les dispositions du code électoral. Mais le processus entamé le 28 mai fait face à certains blocages. Les séances qui devraient permettre l'élection de l'exécutif dans certaines communes ont été reportées. Il est dit dans le code que l'élection des maires et leurs adjoints doit se faire au cours de l'installation du conseil communal. Vous comprenez donc que beaucoup de conseils ayant été installés sans
que les maires et leurs adjoints aient été élus, on méconnaît déjà certaines dispositions de la loi. La vraie difficulté, c'est que le candidat qui a été présenté par la liste majoritaire n'a pas eu la majorité absolue des suffrages exprimés. Et donc, ce cas de figure n'est pas prévu par le Code. Le Code ne dit pas lorsque le candidat présenté par la liste absolument majoritaire est rejeté, ce qu'il faut faire. Donc, il y a une situation de blocage à ce niveau-là. Des blocages qui peuvent se justifier par plusieurs facteurs. Lorsque les ambitions commencent par s'exprimer à l'intérieur d'une formation politique, c'est parfois difficile pour les responsables de les contenir, surtout si il n'y a pas de règles et des mécanismes démocratiques pour désigner d'abord les candidats et désigner celui qui doit être maire. Donc, il faut travailler à ce que les partis politiques puissent avoir des règles de désignation des candidats aux différentes élections, des règles de désignation des candidats aux différents postes nominatifs, et ça va apaiser un peu les tensions. Si vous parcourez correctement la loi, vous allez vous rendre compte que cette loi s'est appesantie sur et a pris en compte un certain nombre de réformes qui sont intervenues en 2019 dans une certaine accélération de processus. Et donc, on se pose la question de savoir si c'est dans cet élan de rapidité qu'on a failli à un certain niveau ou pas. Ces difficultés mettent à nu les insuffisances de la loi 2019-43 du 16 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Des insuffisances qui doivent être prises en compte par le législateur afin d'établir des règles précises et sans ambiguïté. Le législateur ne peut pas changer les règles en cours de jeu, mais le législateur, à mon avis, je ne suis pas un professeur agrégé, mais je pense que le législateur peut apporter des explications, des précisions sur les articles 189 et 190 sans pour autant modifier l'esprit du texte qui a servi à commencer le processus électoral. La loi actuelle en vigueur portant code électoral en République du Bénin, cette loi, elle a d'énormes insuffisances. Il va falloir que, si on entend réellement la toucher ou la relire en certaines de ces dispositions, qu'on ne le fasse pas à la hâte, mais qu'on prenne le temps de bien cerner tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement ou comme silence de la loi ou les imprécisions qu'il y a afin de faire un travail impeccable. Ce 2 juin, sur l'initiative de 12 députés, le Parlement a démarré en procédure d'urgence l'étude d'une loi pour modifier le code électoral afin de mettre fin au blocage. Et justement, cette loi donc, a été donc modifiée à l'unanimité par les députés de la 8e législature ce mardi à l'hémicycle. Louis Assoba, est-ce qu'avec ces modifications, enfin, on pourra donc assister, bien sûr, à la fin des dérapages dans l'élection des maires? On pourra assister à la fin des dérapages, mais il y aura toujours des séquelles qu'on va drainer. Tout simplement parce que c'est vrai que les députés en procédure d'urgence ont essayé de modifier rapidement pour apporter une solution. Et quand on sait ce que les procédures d'urgence engendrent. Voilà. Et moi, je me demande, est-ce que cela a été étudié? Parce que rien ne sert de comment on appelle, position de deux députés, de faire, voilà, d'élaborer un code électoral, voilà, de voter un code électoral oui, pour régler, n'est-ce pas, ce que je vais dire, un problème d'un instant T. Parce que ce code électoral, qui vous souviennent, en 2018, c'est toujours le code. On est venu en 2019, on a modifié. En 2020, maintenant, on est en train de modifier. Je me demande qu'en serait-il pour 2021, pour ce code électoral-là. Donc, je dis, c'est vrai, ce code électoral va permettre de régler la situation en cours. Maintenant, qu'en serait-il pour les jours à venir, c'est-à-dire pour les joutes électorales prochaines? Maintenant, l'autre chose que je voudrais évoquer, c'est quoi? C'est vrai, quand vous prenez la nouvelle modification, on dit un parti détient la majorité absolue, le parti forme l'exécutif communal et transmet la liste directement au préfet qui installe.
Donc, cela voudra dire quoi? Il n'y a plus d'élection. Il n'y a plus d'élection. Cela voudra dire les conseillers du parti adverse n'ont plus leur mot à dire. Et là, ça frise un peu. Parce que je prends par exemple le cas, je prends un cas ordinaire où on a, comment on appelle, dans une commune, on a 3 partis et il y a un parti qui a la majorité, les 2 autres n'ont pas, comment on appelle, la majorité, mais quand on rassemble les 2 autres, peut-être ont plus de conseillers que le parti qui a la majorité. Cela voudra dire quoi? Ce parti prime sur la majorité au sein du conseil communal. Vous voyez, il y a des insuffisances. À partir de ce moment, je me demande, mais comment ça va se faire après? L'autre chose que je voudrais évoquer par rapport à ça, mais désormais, c'est comme si le maire est imposé, entre griffes, par nommé par le bureau politique ça du peut être parti. imposé, parce que quand le maire, le parti politique envoie maintenant la liste, ce n'est pas forcément l'adhésion de tous les conseillers, même du parti qui a la majorité. Parce qu'à partir de ce moment, ça peut être les conseillers de ce parti majoritaire veut tel candidat, mais le parti a proposé un autre candidat. Donc, au sein du groupe même, il peut y avoir des problèmes. Maintenant, le même, quand vous prenez, oui, je continue, Corneille, quand vous prenez le même dispositif, on dit, aucun parti n'a la majorité. Les partis politiques représentés essaient un accord de gouvernance partagé et le notifient au préfet. Là, il y a encore un gros problème. Quel est le problème? Supposons 2 partis. Je prends peut-être un parti de la mouvance, un parti de l'opposition qui s'associe pour trouver le maire. Or, c'est ce maire qui doit parrainer un candidat en 2021. Et nous sommes en 2021, par exemple, et ce maire décide de parrainer ce candidat, par exemple, par le parti qu'il a porté. Alors qu'il y avait une gouvernance partagée, est-ce que l'autre parti serait d'accord? Parce que l'autre parti peut-être serait en train de dire, nous voulons soutenir tel candidat pour la présidentielle. En gouvernance, et à partir de gouvernance politique, il faut encore aller voir. Il faut aller voir réellement. Est-ce que le maire réellement il peut recevoir l'adhésion de tout le monde? Parce que il y a un enjeu qui est en cours, c'est 2021, et quand peut-être il y a une gouvernance partagée et que vous donnez le maire, désormais le maire est issu d'un parti. En 2021, le maire peut faire la volonté de son parti, ou soit encore peut faire la volonté de l'autre parti qui partage, comment on appelle, la gouvernance au sein de cette commune-là. Donc, il y a pratiquement tout un flou autour de ça, c'est-à-dire, ça veut régler, le code électoral veut régler un problème. Autant bien évolué, c'est un peu ça. Je suis entièrement d'accord. Les ambiguïtés demeurent selon vous. Voilà, le code électoral va régler à l'instant T le problème, mais pour les années à venir, ça peut encore créer des zizanies au sein des conseillers communaux, tout simplement dans les communes. Anne-Marie Yagua, vous pensez que, comme les OLC, on se retrouve dans un schéma d'insécurité juridique où on peut modifier, à tout moment, on peut modifier... Les OLC, c'est des têtes pensantes qui sont là et ces gens-là n'ont pas leur langue dans la poche. Et donc, effectivement, ça craint. Ça craint. D'une part, il faut dire que quand même, cette modification nous amène à nous interroger si réellement nos instances ont le souci de la mise en œuvre effective de la démocratie que nous avons commencé par exercer depuis 1990. Et donc, ça craint, ça fait un peu froid dans le dos, on s'interroge sur plusieurs questions. Est-ce que dans des situations où il y aura blocage politique rapidement, on pourrait donc réviser la Constitution en une journée ou bien compléter, modifier, ou je ne sais pas, on s'interroge. Et donc, on se dit, si nous sommes vraiment en démocratie, comme l'a titré un journal ce matin, la Cour constitutionnelle doit prendre ses responsabilités. Et on ne peut pas laisser les choses aller de cette manière. Alors, tout à l'heure, Louis relevait encore, malgré cette loi modificative qui vient compléter encore d'autres insuffisances. On doit pouvoir régler les problèmes de façon définitive pour que demain, on ne revienne pas encore voter une loi modificative qui encore complète autre chose ou enlève autre chose. Alors, tel que ça s'est fait véritablement. Vous avez suivi par exemple l'intervention de l'expert dans le reportage, c'est justement en décentralisation qui disait que on ne peut pas changer les règles du jeu au cours du jeu. Il fallait et qu'on va se retrouver dans un schéma où on aura 26 et Corneille, je ne vous arrête pas, Corneille, sur les réseaux sociaux, vous voyez, les gens disent déjà
code électoral, ancien code électoral, mais nouveau code électoral dans un même processus. Alors, mais quelle pourrait être l'attitude de la Cour constitutionnelle dans tout ce schéma? Parce que ça lui revient de vérifier la constitutionnalité de tout ceci. Mais après tout, dans ce processus, c'est d'abord la Cour suprême qui essaie de régler les contentieux. Mais pour le contrôle de... Oui, je suis entièrement d'accord. Mais là, jusque-là, je ne suis pas dans le secret des dieux pour pouvoir juger peut-être la faisabilité. Et comptant sur le président de la Cour constitutionnelle, c'est parce que ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, ça respecte les normes. Et donc, je ne vois pas un président de la Cour constitutionnelle vient dire le contraire. Ça serait peut-être une surprise générale. Vous pensez à une validation? Mais après tout, c'est parce que c'est pour régler un problème. Si c'est pour régler un problème, actuellement, le pays est dans l'impasse, surtout les communes où jusqu'à présent. Et n'oubliez pas, je vais dire quelque chose, après 2 semaines, dans le code, ça revient à la Cour suprême d'installer. Et nous tendons déjà vers les 2 semaines après la proclamation des résultats. Je m'en voudrais de ne pas dire quand même que faudrait-il laisser les communes bloquées ainsi et ne pas avancer. Non, sur ce point, tout le monde nous sommes d'accord. Nous sommes entièrement d'accord pour régler la solution. Mais on dit à long terme, est-ce que ça ne va pas drainer des séquelles où on va encore... Mais dans tout ce schéma, tout peut arriver aussi. Vous avez parlé tout à l'heure des 10%. On peut avoir peut-être demain des propositions, des députés qui vont se lever pour dire, bon, cette histoire de 10%, pourquoi ne pas enlever ça rapidement, sauter ce verrou? Ça peut arriver. C'est possible. Si on peut modifier comme ça, peut-être qu'ils peuvent également dire non, ils n'ont qu'à s'associer. C'est d'ailleurs le souhait pour dire non, cette affaire de 10% là, on ramène à 2% ou quoi. C'est notre souhait. Donc, voilà. Merci à vous, chers confrères. Louis Assogba, Anne-Marie Agua, maintenant, on change de registre, oui, mais un sourire parce que... mais nous sourions. Un sourire parce que, après tout, le pays est resté paisible, bon, tout se passe bien. Non, ben, c'est tout ce qu'on a l'habitude de souhaiter, il faut que le pays retrouve la paix. Et puis le pays remporte son combat sur le Covid-19 aussi. Les lieux de culte vont reprendre, c'est ça aussi la joie, le sourire là, parce qu'après, enfin, on va retrouver... Après plus de 2 mois. Après plus de 2 mois, on va retrouver un chemin des temples à l'église. Voilà, justement. Ah oui, parce que l'homme se nourrit aussi de la parole de Dieu. Tout à fait. Et puis la parole donnée à la maison, où c'est autre chose que ce que vous allez suivre dans les temples et autres. La prière faite à la maison, c'est autre chose, mais la prière faite en communauté dans le temple aussi, il y a également autre chose. Même si entre-temps, j'ai entendu dire que les églises, ce n'est pas essentiel, ce n'est pas indispensable. Non, là, c'est un autre débat. Voilà. Donc, heureusement que les lieux de culte ont repris. Mais que dire du respect des gestes barrières? Parce que c'est là aussi la question, l'autre grande question. Oui. Qu'ils vous souviennent déjà qu'avant même qu'on ne ferme les églises, une décision était sortie où on demandait aux églises de respecter une distance de sécurité d'1 mètre ou 1 mètre 50 entre fidèles, d'éviter les gestes où on se salue. Et c'est justement, il y a des constats qui ont été faits et qui ont donc amené le gouvernement à donc fermer les églises. Ça veut dire que pour ces 2 semaines données aux églises pour expérimenter la chose, on en a parlé ici dans un débat. On a dit quand le gouvernement va constater que les règles ne sont pas respectées, le gouvernement va fermer les églises. Ça n'a pas duré, ça n'a pas fait 3 jours. Les églises ont été fermées. Maintenant, on rouvre les églises une fois encore, les lieux de culte, et on intime l'ordre du respect des règles barrières. Donc, cette fois-ci, le gouvernement également va observer. Et donc, si véritablement dans les églises, les gens font comme si, il n'y a pas le Covid, on s'en fout, voilà, on avance, il faut que les gens respectent, vous savez, il se pourrait, parce qu'en fait, ce n'est pas au pasteur
ni aux prêtres Une question d'imposer le individuelle. respect. C'est à chacun de nous. Nous qui fréquentons ces églises-là, nous devons garder à l'esprit que nous devons faire attention et que nous devons respecter les règles. Ces règles-là d'hygiène, ces règles barrières. Le gouvernement est allé jusqu'à dire qu'il va falloir désinfecter les églises. Tout à fait. Puisque celui qui a le Covid qui vient, qui pose sa main sur le banc par exemple, et qui part, si ce n'est pas désinfecté, ce n'est pas une question de respect de distance. Moi, je viens m'asseoir et les messes qui se suivent, donc moi je viens m'asseoir, c'est fini. Et donc, il faut que chacun ait il va son- falloir, son c'est une gel. responsabilité individuelle. Le chef de l'État l'avait dit dans son tweet sur Facebook ou autre là, il avait dit. Et donc, je pense quand même que au-delà de église, ouverture d'église, prière qui recommence, hier, le tapage a repris dans mon quartier avec ces églises-là qui font beaucoup de bruit. Le bruit même est devenu encore plus accentué qu'auparavant parce qu'ils doivent rattraper le bruit perdu et non le temps perdu. pas forcément. Et ils doivent rattraper les bruits perdus et non le temps perdu. Et donc, je pense quand même que... Alors, il faut appeler quand même ces pasteurs, ces évangélistes à la raison pour éviter ça. Qu'on appelle ça, c'est la pollution sonore. Il faut quand même éviter cela et respecter les règles de la République, justement. Alors, mais on a quand même noté que pour le respect des gestes barrières dans les écoles, ça a été difficile. Ça a été difficile. Avec les églises, on risque de se retrouver dans une situation encore plus compliquée. Non, moi je pense qu'au niveau des églises, la situation devrait être maîtrisée. Parce que lorsque vous prenez une école, par exemple, c'est plus de 3 000, 4 000 élèves et on n'arrive pas à en contenir. Et quand vous prenez une classe, c'est 70 élèves, 80. Et on essaie tant bien que mal de gérer. Et maintenant, quand vous prenez les écoles, c'est du lundi au vendredi, voire le samedi. Et quand vous prenez les églises, c'est dimanche et parfois quelques jours. Donc, je crois que pour le dimanche, par exemple, non seulement les responsabilités devront être partagées parce que l'individu, le fidèle, il doit se dire quand je sors de la maison, je dois faire tout possible pour éviter la contamination. Lui, c'est à son niveau ça. Maintenant, vous voyez, au niveau de l'école, c'est beaucoup plus les intellectuels. Et ça, le message passe rapidement. Mais lorsque vous prenez les églises, c'est les intellectuels, ceux qui ne sont pas allés à l'école. En tout cas, le foutu en quelque sorte. Donc, à partir de ce moment, la responsabilité revient également aux prêtres, aux pasteurs, tout ça là, pour essayer de mettre en place des mesures à respecter, c'est-à-dire d'être rigoureux par rapport à certaines situations. Je donne un exemple, un fidèle qui vient à l'église, qui ne porte pas, comment on appelle, le masque, on le renvoie rapidement. Là, c'est la rigueur. Donc, vous voyez, donc, la responsabilité, c'est à deux niveaux. Il faut que les chefs religieux soient vraiment rigoureux, que ce soit au niveau de mosquée, l'église, tout et tout. Et à partir de ce moment, on peut gérer la situation. De l'autre côté, toi qui quittes la maison, fais tout possible pour respecter les gestes, pour prendre les mesures nécessaires. Parce que quand tu tombes malade, tu ne pourras plus aller à l'église pour aller prier ton Dieu. Donc, je crois que je ne crains pas. Je pense qu'à partir du moment où ces églises-là, les chefs religieux ont vu comment ça se pratique à l'école, comment tant bien que mal nous avons crié ici et pourtant les écoles sont ouvertes et on pratique les gestes barrières tant bien que mal. J'ose croire qu'ils vont prendre exemple sur ces écoles-là pour gérer ces situations rapidement. Et puis, non seulement aussi limiter la fréquentation, parce que c'est très important. C'est vrai que le gouvernement n'a pas donné une limitation par rapport à la fréquentation dans les églises. Si par exemple l'église a l'habitude de faire 7 jours sur 7, a l'habitude d'organiser chaque soir les prières, que cette église-là limite quand même ça. Si c'est à 5, de limiter ça à 2. Parce que rien ne sert de contaminer les églises. Quand vous contaminez les fidèles... la fréquentation, il faut quand même que la distanciation soit respectée. Oui, c'est tout ça là. S'il y a des fidèles qui viennent aujourd'hui, peut-être demain, ils ne seront pas là, d'autres seront là demain, après-demain. Mais quand nous prenons par exemple un dimanche, on peut organiser, ça se fait par exemple à l'église catholique. C'est une rotation. En rotation, on peut le faire parce qu'on ne peut pas prendre tous les jours de la semaine, encore que les jours de la semaine, c'est pour aller chercher de l'argent, c'est pour aller au service. Je pense qu'ils vont mettre les mesures en place pour essayer de contrarier ce mal
qu'engraine le pays. Et puis rapidement, je finis avec vous, hein, les luttes de plaisance aussi, les bars qui ont repris aussi. Pourquoi lui? Pourquoi c'est lui? Rapidement, vous posez la question sur les bars, le bois, c'est l'église. Vous êtes le passeur. Non, moi, je suis le serveur de bar. Mais on ne révèle pas les secrets. C'est un show gars. Moi aussi, je suis un show gars. Oui, un animateur d'abord. Hein, voilà. Oui, les bars, ça a manqué. Il faut le reconnaître. Les gens étaient comme des orphelins. En passant devant les bars, les gens regardent dans les bars comme s'ils avaient perdu un parent cher à eux. On dirait que vous êtes un professionnel. Non, mais j'ai observé. À une époque, on parlait de Sono Bonheur. C'est pas de la pub, hein, c'est juste J'ai observé ce qui se passait. D'accord. Et donc, vous allez voir depuis quelques jours, quand même, le stade a repris ses ambiances. On voit bien que, quand même, c'est une fierté. Les gens sont contents de se retrouver dans les bars. Il y avait plein de rendez-vous que les gens se donnaient dans les bars. Par exemple, au stade, c'est une plateforme pour celui qui travaille à Cotonou, qui habite, par exemple, Calavi, et celui qui travaille à Calavi, qui habite Cotonou. Les deux peuvent se retrouver au stade et échanger avant de continuer. Donc, je pense quand même que c'est heureux de savoir que ces coins-là ont rouvert, mais on va demander beaucoup de vigilance à ces servantes pour surtout dans le soin apporté au verre, au truc là, au gobelet, tout ça là, les tables. Est-ce que véritablement les gens vont respecter ces procédures de désinfection automatique ou systématique? Véritablement, ça craint, mais il faudrait, comme on l'a dit, que chacun prenne ses dispositions, gèle au point chaque fois et tout, pour que nous puissions donc ne pas atteindre ces milliers de contaminations comme dans les autres pays. J'en ai entendu encore ce matin sur RFI. Voilà. Merci à vous, Arnaud Moriagua. Merci, Louis Assoba. Non, vous ne m'avez pas laissé me prononcer sur les bars. Laissez-le en 1 minute ou en 30 secondes. C'est quand même aberrant. Bon, non, je pense que... Soyons démocrates, c'est oui, ça, sur le voilà. plan. C'est ce que nous souhaitons chaque fois. Non, sinon, moi, je crains, contrairement à l'église, contrairement à l'école, je crains. Je crains parce qu'il a évoqué tout à l'heure, vous voyez le verre, les bouteilles, la servante qui apporte les bouteilles, tout ça là, je crains. Je crains, il va falloir que les chefs d'entreprise de ces bars-là essaient quand même d'avoir plus de rigueur. Parce que celui qui est venu pour boire, forcément, c'est un client, il est roi. Et on ne peut pas lui en vouloir parce qu'à force de l'intimider, à force de dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, il quitte, il va ailleurs. Donc pour celui qui est en train de chercher profil, il doit essayer de faire, comment on appelle, de jouer à la diplomatie entre lui et son client. Donc à partir de ce moment, il essaie quand même de donner les règles, de trouver les stratégies nécessaires pour permettre d'éviter la maladie. Parce que nous allons boire, mais nous n'allons pas tomber malades. C'est très important. Merci Louis Assoba. Merci Arnaud Moriagua de la rédaction du groupe de presse Eden TV, Diaspora FM. Louis Assoba, journaliste indépendant. Et bien sûr, monsieur Si Huenou, c'est ça, Si Huenou a conduit cette émission. Merci à toutes et à tous. Le forum des rédactions Suden Télévision, c'est tous les mercredis à partir de 22h en nouvelle diffusion, jeudi à 11h. Au revoir et à très bientôt. C'est vrai que ton programme, on dit